L'interview. Bonsoir très chers téléspectateurs, bienvenue. Comme chaque année, le 8 mars, nous célébrons la journée internationale de la femme qui marque un tournant décisif dans la lutte contre les injustices et les inégalités auxquelles elles font face dans notre société. Pour cette table ronde, nous avons choisi comme thème la femme guinéenne au cœur du développement. Alors, autour de moi, nous recevons ces braves femmes de Guinée pour célébrer, mais surtout pour débattre de ces questions de société qui nous touchent, nous, en tant que femmes. Nous allons commencer vers ma gauche avec Madame Keita Domani Doré, ancienne ministre des Sports, première femme ministre des Sports, entrepreneur, politicienne. Et then, nous avons Madame So Moussa Yeroba, journaliste à Espace TV, Espace Média, et aussi fondatrice d'une organisation ONG qui défend les droits des femmes et des enfants. Et de ce côté, nous avons Madame Diallo Kadija, chargée de communication à l'UNICEF. Et là, nous avons Madame Chérif Zenab Kamara, chef de cabinet du ministère de l'Éducation supérieure et de la recherche scientifique, et aussi fondatrice de l'organisation Women in Mining. Bienvenue, mesdames. Et donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle de l'évolution de la femme guinéenne durant ces dernières décennies, quel constat faites-vous par rapport à cette évolution ? Avons-nous fait de grandes avancées ou nous sommes toujours au même niveau qu'il y a, je ne sais pas moi, 10 ans ou 20 ans de cela ? Bon, déjà, premièrement, remercier Diaspora pour cette belle initiative. Et parce que la journée internationale de la femme, c'est vrai, c'est se retrouver, se réjouir, mais aussi de débattre des problèmes de fond. Et je pense que c'est une tendance qui commence, que les femmes se retrouvent pour discuter réellement des problèmes de notre société et voir dans quelle mesure elles peuvent y contribuer effectivement. Et grâce à ces émissions de grande portée, je pense que nous pourrons y arriver et que les jeunes filles de demain, du futur, puissent se dire que pour être une femme brave, être modèle, il faut du travail. Et nous avons vu que nous avons des modèles devant nous. Des modèles pas seulement de femmes en général, mais de jeunes femmes que vous avez autour de la table. Et cela est à saluer. Maintenant, revenons sur l'évolution de la femme de ces dernières décennies. Je pense que la femme guinéenne a toujours été une brave femme. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas que ça commence maintenant. Lors de l'indépendance, nous avons vu des icônes, des grandes femmes de ce pays qui ont fait bouger les choses, qui ont fait bouger les lignes dans ce pays. Nous savons qu'il y a eu des femmes braves, mais lorsque nous voyons des femmes à la télé, journalistes comme Madame Yero, nous voyons des femmes qui sont dans les institutions internationales comme Madame Kadija, des femmes politiciennes comme Madame, toutes les femmes, toutes les filles, jeunes filles se retrouvent se dire, si elle a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Ou bien une femme comme ministre des Finances. Une femme comme ministre des Finances, la première femme ministre des Finances. Donc c'est important d'avoir ces modèles, même si, voilà, donc chacune de nous représente 10 000 femmes derrière nous. Tout à fait. Donc c'est important de le souligner. Madame Yero. Écoutez, déjà il faut se féliciter de pouvoir faire le bilan, de pouvoir se retrouver à l'occasion de la journée internationale pour la célébration des droits des femmes. Parce qu'il faut le dire, le plus souvent on se focalise à organiser des mamayas, se retrouver, danser, chanter. Ça ne devrait pas se limiter à ça. C'est bien d'organiser de tels plateaux pour faire le bilan. Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Et surtout quand on se pose des questions sur l'évolution des femmes ces 10 dernières années, et il faut le dire qu'il y a, c'est de savoir quel est le coup de pouce qui a été apporté. Parce que quand je prends, nous sommes en 2017, quand nous prenons par exemple la fourchette 2007-2017, il y a eu de l'évolution, les choses ont avancé. Quand nous prenons par exemple les événements qui ont vraiment marqué la Guinée à partir de 2006-2007, vous aviez une femme devant, Adjara Biatou Sera Diallo, qui a marqué la Guinée à l'échelle internationale. Derrière elle ou avec elle, il y avait les Hadja Maria Mapenda Diallo, qui a été ministre de la fonction publique sous la transition. La Guinée a toujours eu des femmes fortes dans la tête, des femmes de caractère qui ont un certain charisme. C'est ce qu'il faut renforcer. Il y a eu ces dames-là et vous vous souvenez, lors de la présidentielle, vous avez eu cette dame, Madame Hadja Sarandaraba, qui a quand même, pour la première fois qu'une Guinéenne se présente à la présidentielle, ça veut dire que les choses sont en train de bouger dans ce pays. Et qu'est-ce qu'il faut remarquer aussi, cette floraison de dames dans la société civile, des organisations de la société civile, beaucoup d'ONG, où les femmes se prennent en charge, où elles parlent de leurs droits, où elles font de la sensibilisation pour faire comprendre aux autres filles qu'il ne faut pas rester assises, qu'on ne doit pas rester à l'arrière-plan parce qu'on est une femme.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites par les femmes et il faut s'en féliciter. Et notamment dans le domaine de la politique, vous avez vu cette dame, Dr Makale Traoré, à la présidentielle de 2010, qui était directrice de campagne. C'est aussi une première en Guinée. Je me dis qu'il y a des actes comme ça qui sont en train d'être posés. Ça veut dire que les femmes se sont levées et le gouvernement actuel, nous avons quand même 7 femmes au sein de ce gouvernement. On est en train de reconnaître leur mérite. De reconnaître leur mérite. Et puis, vous voyez, au ministère des Finances, c'est une dame, c'est une première en Guinée. Au ministère de la coopération, des affaires étrangères, je pense que c'est des travaux publics, des travaux publics, ce que je voulais dire aussi. C'est vrai. Domani, elle a été l'incarnation de la jeunesse féminine au sein du gouvernement. Ça a été quand même une dame très jeune. Est-ce qu'on a eu plus jeune ministre au sein du gouvernement guinéen, la trentaine dans un gouvernement? Il faut s'en féliciter, ça veut dire que les femmes sont capables de faire des choses extraordinaires. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Avant, la femme, elle avait souvent tendance à se cacher, à taire un peu ses qualités et ses capacités. Mais de plus en plus, les femmes savent qu'elles comptent et qu'elles doivent compter pour que la société avance. Et donc la Guinée, je pense que la Guinée ne saurait avancer si on essaie d'ignorer les femmes qui constituent quand même la majeure partie de la population. Et les jeunes femmes en particulier, c'est vraiment, je crois qu'il faudrait qu'on se remette en cause et que les femmes également prennent plus conscience de leur rôle et du poids qu'elles ont dans cette société-là. Donc moi, c'est avec beaucoup de positivité et beaucoup d'espoir que j'appréhende ce qui va venir. Mais je suis vraiment fière de toutes les dames, des grandes dames qui sont passées avant nous, qui nous ont un peu déblayé le chemin. Maintenant, c'est notre responsabilité de continuer, d'avancer et de savoir que nous sommes des exemples pour celles qui viendront après également. Donc, tout à fait. Ok, et donc lorsqu'on parle de la femme guinéenne dans la société traditionnelle, vous savez, quand on dit que le rôle, la place de la femme dans la société traditionnelle, c'est être au foyer, s'occuper des enfants, rester à la maison. Maintenant, comment est-ce que arrivez-vous à réconcilier la place traditionnelle de la femme dans la société guinéenne et la place de la femme dans la société moderne d'aujourd'hui? Comment arrivez-vous à réconcilier ces deux images, trouver cette balance pour ne pas perdre bien sûr nos valeurs, nos traditions et nos mœurs? Djaka, je pense que personnellement, je pense qu'il faut trouver le juste milieu, un équilibre pour les deux. C'est vrai qu'on se bat pour le droit de la femme, le droit de la jeune fille. Et dans notre société, traditionnellement, on voit même dans les réunions de famille, les femmes sont toujours derrière. C'est automatique. Lorsqu'on arrive à la mosquée, les femmes sont toujours derrière. Donc, on parlait de modèle. Lorsque les jeunes filles regardent que les mamans sont toujours derrière les hommes, donc elles grandissent avec cela. Elles grandissent avec ça, donc elles se disent, dans la société, donc la place de la femme, c'est derrière. Et c'est cette tendance qu'on devrait inverser. Tout en sachant que oui, traditionnellement, oui, il y a le rôle de la femme à la maison en tant que mère au foyer, mais il y a le rôle de la femme dans la société aussi, qu'on ne devons pas oublier, qu'elle ne doit pas rester en dernier plan, mais à côté de l'homme pour pouvoir avancer. Et ça passe par quoi? Les hommes forts. Je pense que parmi nous, ici, il y a toujours eu peut-être un homme fort dans notre famille qui nous a toujours dit « Non, vous êtes capable ». Moi, personnellement, mon père est un homme qui a toujours dit « La place de la femme, ce n'est pas derrière l'homme, c'est au même pied d'égalité que l'homme. Lorsque vous avez les mêmes compétences, vous avez la même chance dans la vie ». Dans le monde du travail, ce qui est important, c'est qu'on puisse reconnaître la femme, l'équité. Moi, je parle toujours d'équité. Peut-être pas trop d'égalité, mais d'équité dans le monde du travail. L'équité, c'est quoi? Nous avons les mêmes compétences, donc nous devons avoir les mêmes chances. Mais malheureusement, en tant que femme, nous n'avons pas les mêmes chances. Il faut qu'on travaille 10 fois plus que les hommes pour être reconnus. Et juste tant que cette tendance ne va pas changer, nous ne pourrons pas avancer. À ce niveau aussi, je ne suis pas vraiment d'accord pour un équilibre. Il faut qu'on arrête de faire croire aux jeunes filles que ce que nous appelons l'évolution de la femme... Mais c'est pour ça que Mme Chérif a dit qu'elle n'est pas pour l'égalité, l'équité. Oui, en général, je parle de la mentalité des gens. En général, on pense que lorsque la femme peut venir s'asseoir à une réunion au même niveau que les hommes, elle a évolué. Non mais... Excuse-moi, oui. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ce qui va aider la femme à progresser. La femme devrait être davantage cultivée. Cultivée dans quel sens? Ne pas être soumise, mais être respectueuse. Ce n'est pas parce que tu es assise derrière que lorsque tu as eu un avis à donner que tu ne peux pas lever la main et proposer ton avis. Mais en réalité, pour nous en Afrique, les problèmes ne sont pas au niveau de qui s'assoit où ou qui fait machin. Non. Le problème ici, je ne cesse de dire, quels que soient les domaines dans lesquels nous allons nous battre,
comme c'est le cas maintenant. Nous avons vraiment ces braves femmes que vous voyez devant vous, si vous prenez le parcours de chacune d'entre elles et ce qu'elle fait au quotidien pour que la jeune fille puisse se reconnaître en des modèles qui permettent de lui faire espérer que l'avenir est meilleur. D'abord, je dis qu'il faut que chacune de nous se donne la peine de s'investir là où celles que nous sommes en train de vanter, nos prédécesseurs, ont réussi à donner leur vie, ont réussi à donner de leur temps pour ce qu'on appelle la cause commune. Et la cause commune aujourd'hui, le vrai combat, c'est vraiment sur le plan politique. Si nous n'avons pas plus de femmes parlementaires, quel que soit le combat que Yero va mener tous les jours pour stopper le viol, pour stopper l'excision, pour stopper je ne sais quoi d'autre, si au niveau des parlements, nous n'avons pas des lois telles qu'aujourd'hui, si vous vous amusez, pour celles qui ont le temps d'aller le faire, à savoir, depuis que nous avons passé le cap pour l'installation de cette nouvelle assemblée, quel est le nombre de lois qu'on a prises en faveur des femmes? Ma chère, je vous dirais qu'il n'y a aucune loi qui a été depuis, ils quittent en 2018. Rien n'a bougé en faveur des femmes. Mais si on revient à la question de la tradition, dans la tradition veut que la femme reste derrière l'homme. Et la femme d'aujourd'hui est aussi capable de faire tout ce que l'homme peut faire et avoir même mieux. Et c'est ce que Mme Chérif essayait de dire. Pour moi, Diaka, l'un aspect ne va pas sans l'autre. Sans l'autre. Je pense qu'être submissif, pour moi, ce n'est pas négatif. Ce n'est pas une connotation négative. J'ai ma place en tant que femme à la maison et grâce à mes parents, j'ai pu aussi apprendre ce qu'il faut pour être femme au foyer. Et c'est une chose qui me plaît. Mais je sais que dans le milieu professionnel, je ne veux pas, parce que je suis une femme, qu'on ne me donne pas mes droits. Là, c'est autre chose. Donc, pour moi, concilier deux est très important. Parce que ce que nous allons aussi, avec l'égalité entre femmes et hommes, cet aspect d'égalité, c'est que les filles, les jeunes filles, regardent maintenant, non, moi je suis égale à l'homme. Donc, moi, en place de la maison, voilà, comme les Européens, l'homme doit préparer, l'homme doit faire la vaisselle, s'occuper des enfants. Personnellement, j'aimerais pas que mon homme fasse la vaisselle. Personnellement, j'aimerais pas que mon homme... Sauf celle-ci, ça lui fait plaisir. De te faire plaisir. Voilà, mais je ne vais pas imposer parce qu'aujourd'hui, j'ai préparé, demain, c'est toi qui prépare. Non, c'est pour ça que je dis, j'aimerais bien qu'on garde quand même cet aspect de notre culture et de notre religion, pour celles qui sont... Et c'est là qu'on rejoint Mme Domani Doreka, elle parle du respect. Du respect, etc., oui. Mais dans le monde professionnel, là, on a les mêmes compétences, bon, je sais pas, on avance. Je ne sais pas, malheureusement, vous avez plein de femmes aujourd'hui qui, simplement parce qu'elles se sentent actives, elles ne cherchent pas à améliorer ses connaissances en matière de renforcement des capacités et tout, mais elles estiment qu'en tant que femme, oui, la société souhaite aujourd'hui que nous ayons plus de femmes à tel poste et machin, par conséquent, je dois y être. Plus de femmes, non, basé sur le mérite. Excuse-moi, le mérite n'est pas ce qu'aujourd'hui... Je suis en train de parler de ce que les gens ne veulent pas entendre. En général, les femmes sont convaincues que lorsque nous parlons qu'on leur doit quelque chose, alors qu'elles doivent mériter quelque chose. Au même titre que l'homme. Exactement. Oui. C'est pour ça que l'équité est importante. C'est pour ça qu'elle a parlé d'équité au lieu d'égalité. Voilà. Je suis juste en train de l'accompagner pour que l'on insiste sur le fait qu'il faut qu'on prenne plus l'équité que cette histoire d'égalité. Oui, tout à fait. Vous faites bien de parler de la tradition où on a l'impression que c'est seulement la petite fille qui doit faire la vaisselle, c'est la petite fille qui doit nettoyer la maison, c'est la petite fille qui doit faire la lessive. Et c'est là qu'on parle d'égalité. Que la fille et le garçon aient des égalités de chance, les mêmes chances de pouvoir prendre le cahier révisé, que pendant que, par exemple, la petite fille fait la vaisselle, que le garçon fasse la lessive. En tout cas, qu'il y ait égalité de chance à la maison. Parce que chez nous, on dit non, la petite fille, par exemple, tu étudies jusqu'au lycée, c'est bon pour une femme. Quand tu vas à l'université, c'est pas bon. Tu deviens dépravé, tu as trop étudié. Alors que l'homme a plus de chance. C'est là qu'il n'y a pas d'égalité. On parle d'équité, bien entendu, on est d'accord avec ça, mais il faut qu'il y ait une égalité de chance, que chacun puisse faire ce qu'il peut. Mais là, je pense qu'on a un combat à mener. Par exemple, Mme Domani, elle a parlé du quota. On parle de 30%, mais est-ce que ces 30% sont respectés? Je pense qu'il y a seulement 21% de femmes au niveau du Parlement, alors qu'on veut aller au-delà. Mais je pense qu'il faut se battre, les femmes même qui sont au Parlement, qu'il y ait plus de lois en faveur des femmes. Mais en même temps que les femmes se battent sur le terrain, qu'on ne dise pas que vous nous devez, ça ne se doit pas, ça s'arrache. Regardez, même le plus souvent, les gens se basent sur l'islam pour dire que la femme doit faire ceci. Les hommes qui ont réellement étudié le Coran ont du respect pour la femme. Parce que la femme, elle mérite respect et considération. C'est la maman du monde. Je me dis que quand des gens se sont donné la peine de mettre leur fille à l'école, de la soutenir, de l'accompagner jusqu'à l'université, vous saviez que cette femme-là était à l'université, elle a étudié. Vous ne pouvez pas l'épouser et la contraindre
à ne pas aller de l'avant. Ça se passe, hein, je vous dis qu'il y a de sérieux problèmes. Il y a des femmes qui perdent des postes parce que justement, elles ont un mari à la maison qui ne les soutienne pas, qui ne les accompagne pas. Je pense que cela, il faut aller dans la sensibilisation, c'est vrai. Il faut que les hommes comprennent, par exemple, que quand une femme se bat et quand elle va de l'avant, quand elle avance au niveau des postes de responsabilité, c'est une façon de donner de l'inspiration aux enfants de la famille pour aller de l'avant, pour soutenir même l'homme. Ça devrait être une fierté pour tout homme d'avoir une femme qui se bat et ne pas se dire au contraire que c'est une femme qui veut se mettre, s'asseoir par exemple, se mettre sur son 31, dire que oui, tel est ceci, tel est cela. Pour une question d'éducation, une femme bien éduquée, généralement, les femmes qui ont étudié sont des femmes qui sont très sages, qui savent respecter leur mari, qui savent prendre soin de leur mari, qui mettent leur famille en avant. Ce problème d'équilibre entre les traditions et la modernité, à mon avis, c'est un faux débat. Pourquoi je pense que c'est un faux débat? Je crois qu'aujourd'hui, en tant que femme, c'est évident qu'on ne peut pas avancer en faisant fi de tout ce qui constitue qui nous sommes aujourd'hui. Parce que chacune de nous, on a grandi dans une culture, on a grandi dans une famille. On ne peut pas brusquement se réveiller, décider d'être chinoise ou japonaise ou française. Ce n'est pas possible. Et je pense que toute femme intelligente sait qu'elle ne peut réussir qu'en conservant ce que ses parents lui ont donné, cette tradition, cette culture, mais en même temps, le monde a changé. Nous avons compris beaucoup de choses que nous ne comprenions pas avant. Donc je pense que, en fait, ce n'est même pas un débat à avoir. Maintenant, en tant que femme, lorsque Madame a parlé de la formation, de permettre aux jeunes filles, oui, et Moussaïro disait tout à l'heure qu'il faudrait que les jeunes filles puissent avoir les mêmes chances. Mais je dis, les parents, ils apprennent à leurs enfants, qu'ils soient garçons ou filles, que la réussite, c'est la discipline, c'est le courage. Donc je pense que personnellement, moi, toujours, je n'ai jamais senti que j'étais une femme. J'ai toujours senti que j'étais une professionnelle. Et dans le monde professionnel, quand on a besoin de toi, on t'appelle. Eh bien, que tu sois garçon ou fille, on t'appelle. Moi, on m'a toujours appelé. Quand il y a eu des problèmes, on a dit telle personne peut régler ce problème. Bon, c'est une femme, c'est pas le sujet fondamental, mais telle personne peut régler ce problème-là. Donc je crois que c'est apprendre à nos filles qu'il faut qu'elles sachent compter, mais il faut qu'elles se forment, qu'elles soient disciplinées. Et en faisant ça, elles n'auront même pas besoin de se battre. Ça sera évident qu'elle est là pour régler le problème. Et à travers ce qu'elle se sera donné elle-même, mais les gens... Mais non, pas forcément dans notre société. Je suis désolée. Il y a des femmes qui sont brillantes, qui sont bien éduquées, qui ont tous les atouts que tu viens de citer. Mais n'empêche qu'on le met, justement à cause de ces atouts, on les met les bâtons dans les roues. On les met, mais elles refusent ça à ce moment-là. Quand elles se trouvent face à ce problème, elles utilisent toutes les voies de recours pour refuser cela. Mais ce que nous sommes en train de dire maintenant, pourquoi? Et c'est pour ça ce que Domani disait par rapport aux lois, c'est important. Parce que si on connaît la loi, on sait qui nous sommes devant la loi, nous sommes égales. Les femmes sont égales devant la loi. En fait, les hommes aussi, les femmes, tout le monde, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Donc je pense que lorsqu'on travaille au niveau des lois, on connaît ses droits, on sait ce que la loi dit. On ne peut pas. Si tu vas vers quelqu'un, la personne veut te donner moins que ce que tu mérites parce que tu es une femme, tu sais que la personne n'a pas le droit de te faire ça. Et en général, ces personnes, elles réfléchissent bien, elles voient en toi. Lorsqu'elles voient que tu connais tes droits et lorsqu'elles voient qu'elles ont vraiment tort, elles font attention. Nous avons eu à visiter chacune de ces femmes autour de cette table dans leur quotidien. Et là, nous allons commencer avec Madame Diallo, Khadija, que nous avons eu à visiter dans les locaux de l'UNICEF. Donc, très chers téléspectateurs, suivez. Donc une journée quotidienne au bureau, en fait lorsque je viens, c'est un peu appuyer les programmes, les différents collègues. Mon travail en fait c'est mettre en valeur ce que font les autres collègues des autres programmes. Donc si tu vois par exemple les collègues de la santé ou de l'éducation ou de la protection des enfants, tout ce qu'ils font sur le terrain, le travail important qu'ils font, moi dans mes journées, je suis en charge de les appuyer, de m'assurer que ce qu'ils font est visible et que c'est compris à sa juste valeur par nos différentes audiences. En fait, j'ai étudié aux États-Unis, c'est vrai, mais également en Afrique du Sud. Mon bachelor, je l'ai eu en Afrique du Sud, à Johannesburg. Donc, je suis revenue en Guinée. Bon, tout d'abord, mes parents sont là. Mais c'est pour des raisons familiales, parce que lorsque j'ai voulu me marier, mon mari vit ici. Donc, je suis revenue en 2007, juste quelques mois avant de me marier.
Donc je suis revenue en Guinée pour des raisons familiales. Le fait que je sois une femme ne me pose pas de problème. Au contraire, je perçois cela un peu comme un avantage parce que c'est vrai que en tant que femme, j'ai beaucoup de facilité dans mon travail quotidien. Déjà, lorsqu'on est dans la communication, il y a beaucoup d'interactions avec les collègues, avec les autres personnes. Et je pense que les femmes, elles sont plus douées à bien interagir avec les autres, souvent que les hommes. Donc je pense que c'est plus un avantage qu'autre chose. Donc le programme YALI, c'est l'initiative du président Barack Obama pour un peu renforcer les capacités des jeunes leaders africains, de l'Afrique subsaharienne exclusivement. C'est un programme d'élite, donc c'était un grand honneur pour moi de participer à ce programme-là. Maintenant, le fait que le président Obama m'a personnellement félicité, ça en fait, comme j'ai souvent dit, je ne m'y attendais pas du tout. Mais avec le recul, ça reste, ce sentiment de fierté, ce sentiment d'honneur en fait, ça reste. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que lorsqu'on fait un travail difficile, lorsqu'on fait beaucoup d'efforts, parfois ce n'est pas souvent reconnu. Donc là, vraiment, pour moi, c'était une gratification au plus haut niveau. Et donc là, j'étais très heureuse. On passe plus de temps au bureau qu'à la maison. Et parfois, lorsque je ne viens pas au bureau pour des raisons de santé ou pour des raisons familiales, quand je reviens le lendemain, ils disent « Mais Khadija, où tu étais? Quand tu n'es pas là, ça se sent. On sait que tu n'es pas là. » Donc en général, lorsque je suis quelque part, je ne suis pas silencieuse. Je suis souvent avec les collègues, donc je ne sais pas exactement comment ils me décriraient, mais je sais que lorsque je suis présente, beaucoup d'entre eux apprécient beaucoup ma présence et mon interaction avec eux et le travail que nous faisons ensemble. La femme guinéenne, je pense qu'elle est courageuse, très courageuse, parce qu'il suffit qu'on prenne notre voiture, qu'on conduise un peu, on voit les femmes en train de porter des bidons, les femmes avec leur bébé au dos en train de vendre des cacahuètes, des femmes... Toujours, les femmes, elles travaillent, elles sont toujours en train de travailler. Et donc, très chers téléspectateurs, c'était Khadija à l'UNICEF. Et nous avons profité pour parler à ton patron, Dr Guy. Et voici ce qu'il avait à dire. Je suis Dr Guy Yogo, représentant adjoint de l'UNICEF en Guinée-Conakry. Khadija, c'est une dame extrêmement dynamique qui fait partie de notre équipe de communication externe et de plaidoyer et qui a une activité très intense autour des réseaux sociaux pour mieux partager donc l'agenda et le mandat de l'UNICEF vis-à-vis des enfants. Donc elle contribue grandement à la visibilité de l'action et des actions que l'UNICEF. Mais au-delà des actions de l'UNICEF, elle contribue à la visibilité des enfants et des femmes donc de Guinée. En tant que personne, Khadija est une collègue qui pousse. Quand elle est sur un dossier, elle tient à ce que le dossier avance et le plus vite. Et elle tient également à ce que ce qu'elle fait devienne la priorité absolue. Et donc, il faut souvent tout arrêter pour satisfaire ce que Khadija souhaite faire avancer. Pour nous, c'est la sensibilité de l'amour qu'elle a pour le travail qu'elle fait. Et également, je sens véritablement dans ces reportages sur les réseaux sociaux un rééquilibrage nécessaire qui nous permet de considérer les aspects de genre, les aspects de l'enfance. Et donc je la sens beaucoup avec l'amour maternel qu'elle injecte dans le travail qu'elle fait. Alors, dans mon univers tel que je la vois, je ne serais pas surpris de voir Khadija à la tête de sa propre entreprise. Je ne serais pas surpris du tout. Pour le mot de la fin, vraiment, c'est pour ce 8 mars, c'est véritablement souhaiter une excellente et très bonne fête à toutes les femmes de Guinée, à toutes les femmes du monde. Et également souhaiter au monde entier
un pas en avant pour l'épanouissement de la femme et l'égalité des droits dans ce monde. Wow. Ok, c'était le représentant adjoint de l'UNICEF qui, en quelques mots, nous a donné ses impressions de toi. Quel effet cela te fait? Bon, moi, je suis toujours surprise. Hein. Wow, je ne m'attendais pas à ça, donc... Non, Guy est un collègue vraiment... C'est un manager, en fait, dont j'apprécie beaucoup les qualités. Et ce qu'il a dit, ça me touche vraiment, parce que tu peux travailler avec quelqu'un de manière très proche et régulière, mais ne pas savoir réellement ce que la personne pense de ton travail. Donc j'apprécie beaucoup ce feedback que j'ai entendu. D'accord, en tout cas c'est mérité. Nous allons continuer avec ce débat. Maintenant nous allons parler de la question du genre, qui est souvent évoquée dans les différentes rencontres. Comment pouvons-nous combattre les discriminations et les préjugés auxquels les femmes font face dans notre société et dans pratiquement tous les secteurs d'activité? Écoutez, je pense que des discriminations, il y en a toujours. Il peut y en avoir à l'école, dans les différents bureaux et tout. Mais je pense qu'il faut tenir, il faut être forte. Voilà pourquoi on parle de formation. Quand la femme est bien formée, quand vous passez un concours, vous passez un test, forcément, on vous fera appel à cause de vos compétences. Et être forte dans la tête, connaître ses droits, parce qu'il y aura toujours des discriminations. Et quand on vous discrimine, quand vous savez que réellement il y a de la discrimination, il y a des lois en faveur de cela. Il faut que vous puissiez vous défendre, puissiez porter plainte, aller jusqu'à porter plainte. Au-delà de cela, moi j'ai eu à rencontrer des cas dans des expériences personnelles à moi, là où j'avais la compétence, je connais mon métier, je sais ce que je suis venue faire. Mais on me dit, oh non, elle c'est une femme, non, elle ne peut pas être là. Juste pour le simple fait que j'étais une femme, journaliste, ah non, elle ne peut pas être là, non, il faut un homme. Ça va au-delà de la formation, au-delà de moi, mes compétences. Et vous, Madame la ministre, en tant que la première femme ministre des Sports, qui est un ministère masculin, si je peux me le permettre, en tout cas, on suppose dans le pays là, vous étiez la première femme à la tête de ce ministère. Quelles sont les discriminations particulières auxquelles vous avez eu à faire face, justement parce que vous étiez femme, et une femme aussi jeune que vous? Bon, personnellement, j'ai une toute autre lecture de ce que nous appelons la discrimination. C'est vrai qu'elle est assez visible dans certains secteurs, surtout sur le plan professionnel. Mais il y a un nouveau phénomène qui sévit, qui est plus à combattre que celui que nous subissons vis-à-vis des hommes ou à travers les hommes. C'est la discrimination féminine. Entre femmes, on ne s'accepte plus, on n'est pas solidaire. La femme elle préfère travailler avec des hommes que de travailler avec des femmes sous prétexte que justement, elle n'arrive pas à comprendre une femme. On n'est pas solidaire entre nous sur le plan professionnel. On a du mal parce qu'on n'est pas prête à accepter les erreurs qui émanent d'une femme. Parfois, en général, ce n'est pas de la méchanceté. On s'attend tellement à ce qu'elle se dépasse en tant que femme pour qu'on puisse se montrer une équipe féminine très, très au point. Et finalement, c'est un peu préjudiciable à notre, comment on peut dire ça, à notre ascension mutuelle. Par contre, par rapport au ministère des Sports, par exemple, moi, j'estime que, en tant que j'ai plus subi la discrimination générationnelle que féminine. Parce que déjà, j'ai remarqué que c'était un complexe pour eux-mêmes de voir qu'une femme est maintenant le chef hiérarchique. Déjà, ça les intimidait. Et donc, la seconde phase, c'était que ma fille ne peut pas me parler comme ça. Et parfois, ils s'oublient, ils te disent ma fille, quand vous travaillez ensemble. Et tu es obligé de leur rappeler qu'ici, je ne suis pas ta fille. Je suis Madame le ministre. Je suis Madame le ministre. Et excuse-moi si je prends des décisions qui te paraissent cavalières, mais en réalité, si je n'étais pas ton chef hiérarchique, je ne peux pas me le permettre. Dans le respect mutuel, naturellement. Il y a aussi une autre chose, là, sur le plan sportif. On le disait tout à l'heure en off. Je pense que les femmes ont quelque chose que l'on trouve de difficile, ce qu'on appelle la rigueur. La rigueur dans le travail. Et pour moi, en matière de sport, j'appelle en tout cas la plupart des responsables de fédérations et autres
à opter pour la promotion des femmes dans ce secteur. Elles sont plus passionnées, certes, mais elles ont un peu plus de raison de se dire qu'il faut que je gagne. Il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne, il faut que les choses aillent vite, il faut que les choses aillent bien. Maintenant, lorsqu'on parle des préjugés, Madame Chérif, peut-être vous pouvez intervenir là-dessus. Quand on voit d'abord une belle femme, une femme élégante, avant même que vous n'ouvriez la bouche pour dire, pour qu'on sache, oh non, oh waouh, d'accord, elle est instruite, elle est éduquée. Vous êtes chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avez-vous eu à faire face à ces préjugés lors de votre nomination? D'accord. Donc, je pense que les préjugés, en général, ça existe. Que tu sois chef de cabinet, que tu sois présidente de la République, ministre, etc. Lorsqu'on voit une femme, on se dit, premièrement, on regarde d'abord sa carapace. Excusez-moi, mais on regarde sa carapace. Voilà, elle est présentable, etc. Je préfère la mettre dans le coin où je peux lui parler de façon sociale, sans oublier que peut-être qu'elle est là parce qu'elle a des compétences. Mais je voudrais peut-être appuyer ce que Madame la ministre a dit, la discrimination féminine. C'est les premières, c'est les femmes justement qui sont les premières à discriminer. Quand on voit une femme pour dire pourquoi elle, pourquoi pas moi? C'est la première des choses, pourquoi elle peut être et puis qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Voilà, donc c'est déjà la première des choses. Et il faut qu'on arrive à combattre cela. Parce que pourquoi elle là-bas, c'est que peut-être qu'elle a quelque chose qu'elle a fait et que je peux apprendre pour aussi pouvoir avancer. C'est dans cet esprit que nous devons être dans la positivité au lieu que nous soyons dans la discrimination féminine. Je me suis toujours donné comme objectif d'être la meilleure dans tout ce que je fais, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, dans le monde du travail, même les petits boulots que je faisais. À un moment, j'étais serveuse, j'ai fait la plonge, mais même quand je faisais la plonge, je voulais être la meilleure à faire la plonge. Donc c'est pour ça que ça m'a toujours mis en compétition avec les hommes ou avec les femmes aussi qui se disaient « bon, mais je suis les meilleures ». Donc j'ai déjà vécu avec ça, j'ai appris. Donc lorsque j'ai été chef de cabinet, bon, les discriminations, les préjugés, ça me faisait rire parce que j'ai l'habitude. J'étais déjà habituée. J'ai déjà l'habitude et je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse vous sous-estimer. Après, on vous découvre, vous dire « ah non, mais en fait, c'était pas ça ». Donc c'est mieux que d'avoir des grandes attentes de quelqu'un et puis après on est déçu. Donc il faut avoir les outils. Et puisque je me connais, j'ai fait beaucoup de réflexions sur ma personne pour dire dans quel cadre je peux évoluer et comment je vais être avec les gens. Donc c'est pour ça que je me suis dit, lorsque je vais dans un endroit qui n'est pas familier, la première des choses, c'est l'humilité. Essayer de comprendre les gens et s'assurer que les gens aient confiance en vous. La confiance en compétences, c'est normal parce que vous testez. Et puis un ministère comme l'éducation, on se dit, il faut des docteurs. Ouais. Elle n'est pas docteur, elle n'est pas du milieu de l'éducation. Donc il faut qu'elle ait quelque chose. Comment ça se fait qu'elle est là? Voilà, donc il faut d'abord prouver, et je sais que j'étais prête à le faire, prouver les compétences de leadership dans ce sens, et aussi dire que je ne suis pas là pour prendre la place de quelqu'un, mais je suis là pour accompagner, parce que je suis dans cette logique d'accompagnement et des jeunes filles. Donc la discrimination à ce côté-là, je ne l'ai vraiment pas sentie. D'accord, et en parlant de vous, nous avons eu à rendre visite aussi à Madame Chérif au ministère. Ma journée commence très tôt, 6 h du matin, où je m'occupe des enfants avant de sortir. Comme vous le savez, étant une femme active, nous n'avons pas beaucoup de temps pour la famille. Donc je m'assure que je passe du temps avec les enfants avant qu'ils n'aillent à l'école. J'ai décidé de prendre mon temps le matin avec eux et venir au bureau à 10 h. Donc lorsque je suis là, je rencontre le ministre et les collaborateurs et suis les dossiers du ministre ainsi que le secrétaire général. Nous avons une politique comme on dit, open door policy au niveau du ministère. Donc nos portes sont ouvertes pour tout le monde. Tout cela pour rester en contact avec les collaborateurs, avec toute personne qui aurait besoin des services de notre ministère. Donc nos portes sont toujours ouvertes. Cela veut dire beaucoup d'audience, beaucoup de rencontres avec les partenaires, avec les étudiants et avec le personnel d'encadrement dans les institutions d'enseignement supérieur. À partir de 17 h, c'est là que vraiment je prends mon temps pour pouvoir travailler sur les dossiers. C'est vraiment le moment où l'intellect vient en jeu, où je peux vraiment produire et me concentrer jusqu'à peu près 20 h, 21 h, je suis au bureau.
6 ans de ma carrière, j'ai passé à Rio Tinto. Mais je dis toujours que moi, je suis un produit du secteur public. Mes études, tout était planifié. J'ai toujours su que je voulais jouer un rôle dans le secteur public, que ce soit dans l'administration guinéenne ou dans les institutions d'enseignement supérieur, dans le but de contribuer au développement de la Guinée et de l'Afrique en général. J'ai travaillé dans l'administration guinéenne, donc premièrement comme conseillère, comme assistante technique du feu ministre de la décentralisation, donc Nabi Diakité. Et donc suite à cela, je suis partie à la présidence comme encore assistante technique du ministre chef de cabinet d'antan, donc M. Kiridi Bangoura. Se retrouver très jeune dans le cabinet au sein du ministère, donc au début on vous sous-estime. Et en plus de ça, une femme, vous savez bien que des postes de responsabilité aux femmes ne sont pas évidentes. Donc lorsqu'on vous confie des responsabilités, c'est vrai qu'on se donne le défi de pouvoir les relever. Et donc c'est l'approche que j'ai prise lorsque je suis arrivée au niveau du ministère. Donc avec humilité, j'ai fait comprendre aux collaborateurs que j'étais là pour apprendre. Premièrement, c'est qu'on vous sous-estime, donc vous devez faire beaucoup plus que tout le monde pour pouvoir vous faire accepter ou faire votre place. Et deuxièmement, l'un des défis aussi, c'est que dans le privé, par exemple, il y a un peu plus de structure d'organisation, de travail. Il y a donc les objectifs vous sont assignés, c'est suivi, il y a des performances, des indicateurs de performance et à la fin de l'année, vous êtes jugé sur vos performances. Et c'est ce qui est pour moi passionnant dans l'administration, que en ce moment, je peux contribuer à mettre tous ces mécanismes-là en place de bonne gouvernance, de modernisation de notre administration à travers le secteur de l'éducation. Je suis passionnée par rapport à la Guinée et cela depuis toujours. Je me dis que je n'ai peut-être pas vécu longtemps en Guinée, mais j'ai toujours, dans mon enfance, avec la famille, nous avons toujours représenté la Guinée ailleurs. Donc il y a toujours eu cette dignité d'être guinéenne, cet amour pour le pays que la famille nous a toujours inculqué. Donc mon rêve, ce serait que mes enfants puissent étudier dans ce pays. Et que mes enfants, lorsqu'ils tombent malades, puissent se faire soigner dans ce pays. Et pour cela, je donnerai tout ce que je peux, tous les moyens pour que je puisse au moins dire que oui, j'ai pu contribuer à ce que notre système éducatif en Guinée soit performant. J'ai pu contribuer à ce que notre système sanitaire soit aussi performant. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'extérieur. Nous pouvons nous soigner ici. Les enfants peuvent avoir une bonne formation dans notre pays. Lors de la grève des syndicalistes dernièrement et que nous avons malheureusement eu 7 morts suite aux manifestations, je l'ai dénoncé. J'ai dit qu'il est dommage qu'on puisse avoir des morts au nom de l'éducation. Et il est important que tous les acteurs prennent conscience, que ce soit nous, les gouvernants, que ce soit les syndicalistes, les parents, les étudiants, nous devons tous prendre conscience que ce pays, c'est le nôtre. Donc, on peut revendiquer, oui, mais revendiquons de façon constructive, parce qu'à la fin, l'éducation, c'est une affaire de tous. La femme guinéenne est brave. La femme guinéenne est un modèle en Afrique. Vous savez, nous ne nous rendons pas compte de la valeur de la femme guinéenne, c'est lorsque nous allons à l'extérieur, dans des conférences, et qu'on vous parle des femmes comme Madame Aïchaba, qu'on vous parle des femmes comme Tante Jeanne Martin, on ne vous parle que des femmes comme Hadja Sarandaraba. Vous en êtes fiers. Et la femme guinéenne a été pionnière dans beaucoup de choses au niveau guinéen et au niveau international. Et donc, Madame Chérif, nous avons eu à rencontrer votre patron, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et voici ce qu'il avait à dire. Madame Chérif Zainab Kamara, je l'ai connue à travers 2 personnalités de ce pays. Ensuite, dans le secteur privé, d'abord l'administration, la décentralisation avec le ministre Feu Nabi Diakité et ensuite avec le ministre d'État Kiridi Bangoura et lorsqu'elle était aussi à Rio Tinto dans le secteur privé. Il y a 3 éléments qui ont attiré mon attention pour dire que c'est une valeur sûre de ce pays. J'ai remarqué son ardeur au travail, son ambition
et son engagement pour le développement de ce pays. Lorsque j'ai été nommé à ce poste, cherchant un chef de cabinet, j'ai recherché ses qualités, j'ai trouvé ses qualités en elle. Bon, moi je ne juge pas à travers les gens, je juge à travers la capacité de la personne à remplir correctement ses fonctions à un poste. Et j'ai trouvé ces qualités-là en elle, et aussi à sa capacité de travail. Et ça, je le vois maintenant, puisque depuis sa venue, je me suis un peu déchargé de certaines tâches qu'elle a suivies complètement, avec abnégation, et aussi sa capacité d'analyse qui m'impressionne. Bon, en tout cas, c'est l'une des valeurs sûres de ce pays. C'est sûr qu'elle ira plus haut, que ce soit dans le public ou dans le privé, mais elle pourra être chef d'entreprise, elle pourra également être ministre, et pourquoi pas un jour plus haut. C'est possible. Et donc, monsieur le ministre l'a qualifié d'une des valeurs de ce pays. Venant de quelqu'un comme lui, c'est énorme. C'est énorme. Quand même qu'il y ait quelqu'un qui a une valeur sûre de ce pays, qui dise que vous êtes une valeur sûre, c'est très rassurant parce que ça est encourageant. Parce que pour moi, le travail, c'est un équilibre. Donc, et être épanoui au travail, essayer de contribuer, pour moi, c'est très important parce que j'ai toujours un défi d'être un modèle et un exemple pour mes soeurs, mes frères et sœurs, pour les jeunes. Et pour cela, c'est le travail qui paye.